Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu TV. J'ai avec moi Arnaud Develay qui a pas pu venir vendredi ni samedi. On a bien hâte de vous entendre, Monsieur Develay, sur la situation actuellement au Proche-Orient. On veut vous entendre, entre autres, sur les effets à court et moyen terme, parce que je crois que ça y est, là, on va vivre des impacts directs de ce qui se passe au Proche-Orient. Entre autres, l'Europe risque d'être affectée gravement dans les. Ben, ça a déjà commencé. Alors, allez-y, je vous écoute. Oui, bonjour à vous, Karl, et bonjour à nos amis, comme d'usage des deux côtés de l'Atlantique. Oui, alors on a une situation au Proche-Orient qui est proprement préoccupante. On semble être sur la rampe de l'escalade, hein, avec une situation très mal négociée côté américain. Au départ, un aventurisme militaire qui ne devait durer que le temps d'une opération de décapitation sur un week-end pour être sûr que lors de la réouverture des marchés, ce soit plus ou moins réglé, entre guillemets. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bon, on va pas repasser les détails ça a commencé le 28 février, donc 3 semaines maintenant. Toujours est-il que là, il semblerait que le dôme de fer soit plus ou moins mis hors d'état de fonctionnement, que les Iraniens n'ont pas encore utilisé leurs missiles balistiques les plus sophistiqués. Ils attendaient d'ailleurs que la capacité de défense anti-aérienne soit mise hors d'état de fonctionnement pour maintenant commencer vraiment à balancer du lourd. Mais ce qui se passe depuis 3-4 jours, c'est très préoccupant parce que les Américains ont bombardé le South Pars, qui est donc la région au sud du pays vers Shiraz, où se trouve tout le gisement, le complexe gazier iranien. Et au-delà de ça, juste au large des côtes, à cette même latitude, on a le Kars Island. Le Kars Island, c'est les terminaux d'exportation. Et c'est aussi toute la grille qui permet d'alimenter le pays en énergie, donc les hôpitaux, les installations civiles, les infrastructures, etc., etc. Et donc, suite au bombardement de Kars Island, c'était samedi dernier, les Iraniens ont répondu en bombardant les installations gazières du Qatar, des Émirats, de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie. Je crois même qu'ils ont bombardé un site à Oman, qui est pourtant plus ou moins neutre dans ce conflit. Ce qui fait que là, tout d'un coup, on se retrouve dans une situation inédite, où dans une région où on se trouve concentré toute l'infrastructure exportation énergétique, mais pas que. On parle aussi de l'engrais, on parle de la pétrochimie, on parle de l'aluminium, on parle des produits de la matière première qui permet de faire les produits finis. Et tout ça, c'est maintenant complètement mis, on va dire, en stand-by. Comme les économies occidentales fonctionnent à flux tendu, c'est-à-dire que dans n'importe quelle ville occidentale où les supermarchés, en général, ont 48 heures déjà de stock, hein, à l'échelle du pays par rapport à l'importation, je crois que c'est 2 ou 3 semaines, pas plus. Et là, comme le conflit a commencé il y a 3 semaines, on a déjà épuisé ces 3 semaines, hein, si je puis dire. Donc là, on s'apprête à rentrer dans le dur. On commence déjà à avoir des signaux assez inquiétants. La Scandinavian Airlines vient d'annoncer qu'elle allait annuler 1000 vols, 1000 courriers qu'elle opère régulièrement. La Lufthansa a annoncé le licenciement de 4000 employés, 10 nettoyeurs. Bon, ça veut dire que c'est eux qui nettoient les avions. Ça veut dire ils préparent en fait le terrain pour annoncer certainement aussi une réduction de la voilure dans les opérations. Et je pense que ça ne peut que s'accélérer, puisqu'hier, on a vu que les Israéliens avaient bombardé, alors, ou les Américains, ou les deux, enfin bon, bref, de toute façon, ils sont joints à la hanche, hein. Alors, bombardé l'installation nucléaire de Natanz, et en représailles, les Iraniens ont bombardé le complexe de Dimona. Alors, pour l'instant, on nous dit qu'il n'y a pas de fuite de radiation, hein, détectée, d'un côté comme de l'autre, mais voilà.
Voilà où on en est. Donc, les Iraniens ont proposé un plan en plusieurs points pour mettre fin au conflit. Inter alia, ces points consistent à faire en sorte que soit acté par les Américains leur retrait complet de toutes leurs bases dans la région, ainsi que des compensations de la part de Washington et de Tel Aviv. C'est ce qui a mené ensuite Trump, presque du tac au tac, à annoncer sur toile de rumeurs, sur toile de fond de rumeurs de déploiement de troupes terrestres, puisque alors où je vous parle, un contingent de Marines est en train d'être acheminé dans la région en provenance de Corée du Sud. Et l'idée, ce serait pour eux donc d'investir l'île de Karg, hein, et prendre le contrôle de l'île en question pour ensuite essayer de, par la force bien sûr, débloquer le détroit d'Ormuz. Et là, on peut penser, alors déjà, les Iraniens ont déjà publié des vidéos avec un message solennel que venez, on vous attend. Les boîtes, enfin les boîtes en bois, pardon, qui contiennent les missiles, nos missiles, serviront de cercueil pour vos soldats. Et vous serez enterrés dans la terre persane. En fait, vous allez disparaître dans les. Oui. Et ils sont prêts. Tout est préparé depuis 47 ans, Karl. Faut pas se leurrer. Surtout depuis au moins 2003. Les Iraniens travaillent patiemment. C'est ce qu'ils ont appelé pendant des années le concept de patience stratégique. Ils ont essayé de négocier. Ils ont essayé de. Alors, on peut dire avec la rétrospective, en regardant en arrière, que c'était une stratégie pour gagner du temps. Mais pas que. Je pense aussi que ils se sont dit que on pouvait, entre gens de bonne éducation, s'entendre diplomatiquement. On a vu au travers de l'accord sur le nucléaire que c'était le cas, avec des négociations extrêmement difficiles, très souvent d'ailleurs compliquées par la France à l'époque, hein, sous Laurent Fabius. Et puis donc en 2015, annoncement en grande fanfare de cet accord qui devait normalement servir à lever les sanctions économiques contre l'Iran, moyennant un enrichissement limité à un peu moins de 3%, ou dans ces eaux-là. Et sauf qu'entre 2015 et 2018, lorsque Trump retire les États-Unis unilatéralement du traité, aucune sanction pratiquement n'a été levée, à part peut-être 6 milliards de dollars qui étaient gelés dans des comptes américains, mais c'est tout, quoi. Donc, il n'y a pas eu d'exécution du traité. Il n'y a pas eu de mise en œuvre du traité du côté occidental. Trump arrive, il est élu fin 2016, il prend les affaires en janvier 2017, et en mai 2018, il annonce unilatéralement le retrait des États-Unis, et il applique immédiatement la doctrine dite de pression maximale. Là, non seulement ils ont mis en place, enfin, ils ont maintenu les sanctions qui existaient, qui n'avaient jamais été levées malgré l'accord, mais ils en ont même rajouté. Et on a eu des organisations d'État, hein, des organes d'État comme le Corps des gardiens de la Révolution, qui a été placé sur la liste des organisations terroristes, en fait, ce qui est absolument incroyable. Hein. C'est comme si vous aviez le FSB russe qui était placé sur la liste des organisations terroristes. On a eu des tensions plus ou moins croissantes, malgré même la crise covidienne, où on a pu s'apercevoir que l'Iran avait des arguments à faire valoir. Ils ont par exemple, en novembre 2019, ils ont fait tomber un drone, on appelle ça un Reaper 19, là, un de ces gros drones les plus gros du monde. Ils l'ont récupéré pratiquement intact et ils en ont fait une rétro-ingénierie. Donc, ils ont leur propre drone maintenant, basé sur cette technologie. Mais ils ont été aussi en mesure de démontrer une capacité de projeter leur marine au travers des convois pétroliers qu'ils ont acheminés, ça c'était en mai 2020, vers le Venezuela, qui à l'époque, rappelons-le, malgré le fait qu'il soit assis sur l'un des, si ce n'est le plus gros gisement de pétrole au monde, leur capacité de raffinement étant pratiquement réduite à néant, ils ont besoin, à l'instar du Nigeria et du Ghana, d'importer du pétrole prêt à l'usage essentiellement. Et à l'époque, voilà, c'était aussi une démonstration de force. Et malgré ces signaux, les États-Unis semblent avoir été bercés d'illusions sur les capacités réelles de l'Iran.
Si besoin s'en faisait sentir, on a vu dès 2022 que les Iraniens ont fourni aux Russes leur modèle Shahed de drones, que les Russes ont changé, enfin ils ont changé le nom, hein, ils les appelaient les Géranium, Geran. Les Américains ont d'ailleurs se sont inspirés aussi des drones iraniens et ils ont maintenant leur modèle qui s'appelle Lucas. Donc les Iraniens sont une puissance balistique de premier plan, ils exportent beaucoup de drones. Et tout ça, pour gardant dans l'esprit, venant d'un pays qui est sous sanction totale depuis le début, hein, depuis l'inception de la révolution en 79. Donc plus de 45 ans de sanctions avec, on peut l'imaginer, des centaines de milliers de personnes qui sont mortes parce qu'ils n'avaient pas accès à des pièces ou des machines, des respirateurs, des machines pour détecter les cancers et que sais-je encore, mais qui ont appris à vivre dans des conditions de siège, en fait, hein, faut le dire. Donc, mais en redirigeant toutes leurs ressources vers le développement d'une industrie balistique qui, en fait, est devenue tellement impressionnante que l'une des raisons, on peut le penser maintenant, derrière le retrait unilatéral par Trump de l'accord sur le nucléaire, c'est qu'en fait, il a souhaité élargir le cœur des négociations pour y inclure justement le programme balistique iranien, ainsi que l'influence présumée de l'Iran dans la région à travers des groupes qui, plus ou moins, peu ou prou, de manière plus ou moins associée, ou en tout cas théologiquement assimilable, fonctionnent dans la région, que ce soit en Irak avec les Kataïeb Hezbollah, les Al-Nujaba, le Hezbollah, les Libanais, bien sûr, et puis le Ansarullah au Yémen, hein, donc, qui vient d'annoncer il y a 2 jours qu'il maintenant se joignait à la guerre en cours. Hein. Donc, et ça, les Iraniens ont refusé parce que déjà à la base, ils ont ratifié le traité de non-prolifération qui leur permet, moyennant des inspections régulières par l'agence concernée, l'Agence internationale atomique, de développer le nucléaire à des fins civiles. Donc, normalement, ils n'auraient pas eu ou dû même entretenir l'idée de rentrer dans des négociations avec les 3 Européens plus les Américains, avec les Russes et les Chinois en partenaires plus ou moins de garants de l'accord, puisque juridiquement, ils avaient le droit, ils ont laissé les inspections avoir lieu. On a eu ce qu'on appelle des National Intelligence Estimate, qui est en fait un produit de plusieurs agences de renseignement, toutes en fait, hein, américaines, tous les 4 ans, fournir un satisfecit que l'Iran n'était pas sur le point, malgré les affirmations de Netanyahou, n'était pas sur le point de développer une arme nucléaire. Ça a commencé en 2003. En 2007, au plus haut des tensions après l'occupation de l'Irak, alors que l'administration Bush, dans sa 2e itération, s'apprêtait maintenant, sous l'égide de Cheney, à passer à l'action contre l'Iran. L'amiral Fallon, qui était à l'époque le Joint Chief of Staff, hein, donc le secrétaire interarmé, donc la position la plus élevée dans l'organigramme américain. L'amiral Fallon avait fortement déconseillé la Maison-Blanche de penser à faire ce que Trump a fini par faire. Et on parle de 2007-2008. Hein. Ils avaient fait d'ailleurs des simulations à cet effet, plusieurs, avec les bleus d'un côté, les rouges de l'autre, et à chaque fois, les bleus se prenaient une tannée. Et ça, c'était juste, même pas basé sur le programme balistique, c'était basé sur ce système de hors-bord très mobile, capable de se faufiler entre les bâtiments américains et d'en descendre, enfin d'en couler plusieurs, quoi. Et à chaque simulation, les Américains, les bleus, faisaient état de 5 bâtiments coulés, dont au moins un porte-avions. Hein. Donc ça avait fini par convaincre Bush de pas bouger. Après, Obama arrive, ça se calme, on va dire, un peu. Il y a la révolution, il y a déjà une tentative de révolution de couleur en janvier 2009, ce qu'on appelle la révolution verte, au travers d'un individu qui s'appelait Moussavi, qui se trouve en prison actuellement, enfin en résidence surveillée en Iran depuis.
mais qui était plus ou moins un pion qui avait été retourné par les services américains à l'époque. Ça a échoué. Et donc, on arrive à 2010. 2013, c'est l'élection de Rouhani. Donc, commence ce processus de négociation ardue qui mènera en juillet 2015 au traité de Vienne, les accords de Vienne, donc le fameux accord nucléaire dont on parle en ce moment, avec ensuite voilà, un retrait donc unilatéral. Alors, les Européens ont fait mine pendant 3-4 ans de minauder en disant non, 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 on n'abandonne pas l'accord, nous, on est toujours dans l'accord. On peut contourner les sanctions secondaires parce que si les Européens s'aventurent à faire du business avec l'Iran en dollars, eh ben, on a vu ce qui s'est passé, par exemple, lorsque la BNP a été attrapée, entre guillemets, la main dans le sac. Ils se sont pris une amende de 8 milliards de dollars parce que la BNP, il se trouve qu'ils ont aussi des opérations aux États-Unis et qui sont exposés dans ce contexte-là. Voilà, il y a des moyens de rétorsion. Donc, ils avaient quand même, au travers d'un système qu'on a fini par appeler l'Instex, l'idée, c'était de procéder en fait à de l'échange, des échanges, mais faire du troc, en fait. Et le système n'a jamais vraiment été mis en place. Ça faisait partie, en fait, de cette stratégie qui a été mise en avant dans un papier rendu public il y a déjà pas mal d'années, en 2009, Which Way to Persia, qui est un white paper, document paper, un policy paper, comme on dit, produit par la fondation Corporation Rand, la Rand Corporation, voilà, qui est l'un des centres de réflexion les plus importants aux États-Unis. Rappelons par exemple que Daniel Ellsberg, qu'on a connu comme étant l'homme derrière les Pentagon Papers, travaillait à la Rand dans les années 60, fin des années 60, et en 70, il était resté toute la nuit et il avait photocopié des centaines, des dizaines de milliers de documents. Les avait embarqués avec lui voilà, sous le manteau et les avait fait publier alors je crois que c'était le New York Times à l'époque, oui. Et en fait, qui laissait entendre que on n'était vraiment pas proche d'un dénouement de la guerre au Vietnam, parce qu'en fait, un peu à l'instar de ce qui se passe là aujourd'hui, les médias à l'époque étaient réduits à leur plus simple expression. On avait les 3 networks principaux et puis les 2 gros, Washington Post et New York Times, mais qui étaient encore quelque part indépendants, beaucoup plus indépendants qu'aujourd'hui, moins idéologues. Et alors même que l'establishment à l'époque disait que oui, la victoire était inévitable, que les Vietnamiens étaient à genoux, en fait, les Pentagon Papers ont révélé que c'était pas le cas du tout, en fait. Qui disposaient encore de ressources énormes. Et rappelez-vous, c'est 1 an et demi après l'offensive du Tet, donc une offensive générale sur toute la ligne de front au Vietnam. Et les cadavres continuent d'arriver tous les soirs. Ils ont d'ailleurs une rubrique journalière en début de programme où on voit les cercueils américains arriver sur les bases aériennes recouverts du drapeau comme il se doit. Et ça a engendré ensuite tout le mouvement de protestation soutenu, celui-là, pas comme un peu les Gilets jaunes où ça a duré juste l'après-midi du samedi. C'était vraiment tout le temps. Donc, ça a précipité quelque part, même s'il a fallu attendre 75 et l'évacuation un peu honteuse des États-Unis par le biais du toit de l'ambassade américaine. Ça a abouti à une défaite humiliante, traumatisante, qui a généré d'ailleurs à cet égard beaucoup de filmographies, où Hollywood s'était forcé de recaractériser cette défaite humiliante c'est la faute des militaires, où on a été trahi, l'armée était au taquet, alors qu'en fait, non, même militairement, ils ont été battus à plat de couture. Mais bon, après, c'est ce qui a entraîné une réforme de la mobilisation dite générale, c'est-à-dire qu'en fait, c'était plus une armée de conscrits, mais une armée de métier. L'armée s'est professionnalisée. Et en 90, 15 ans plus tard, on a pu voir que tout avait changé, c'est-à-dire que déjà les journalistes étaient, pour la première fois, on a entendu parler de ce terme embedded, donc insérés au sein de l'armée en fait. On leur faisait voir seulement ce qu'on voulait qu'ils voient.
hein. Et il y avait des briefings, des conférences de presse journalières. À l'époque, on se rappelle du général Schwarzkopf. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que la chaîne CNN, à l'époque, la première chaîne d'information en continu, on est encore juste avant Internet, quelques années avant Internet, a complètement révolutionné, en fait, le news broadcasting, comme on va dire, hein. Plutôt que d'avoir des bulletins d'une demi-heure, une fois par jour à 20h ou 19h, tout d'un coup, c'était l'avènement de la chaîne en continu. Et CNN, qui n'est plus du tout le CNN d'alors, hein. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose. Ça a été racheté par un conglomérat, vendu par Ted Turner. Et Ted Turner était un visionnaire, un pionnier. Et à l'époque, ça a fait la carrière, ça a lancé la carrière de gens tels que Bernard Shaw, Christiane Amanpour, Nick Robertson, le fils Vanderbilt, là, comment il s'appelle, Anderson Cooper. Ça a vraiment aussi fait exploser le profil de Larry King, hein, Larry King Live. Donc tout ça, c'était des programmes, des flagship programmes de CNN à l'époque. Mais CNN, encore une fois, est devenu une forme de référence due à cette guerre du Golfe, où ils étaient vraiment au cœur du dispositif, quoi. Et donc, mais voilà, pour revenir à nos oignons, si je puis dire. Oui. Voilà, en tout cas, ils avaient appris la leçon et il fallait surtout. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, vous ne pouvez plus faire ça. Parce que tout le monde a vocation à être un journaliste. Tout le monde est équipé d'un téléphone. Tout le monde sait manipuler l'intelligence artificielle, les algorithmes. Et voilà, l'information ne peut pas être contenue. D'où cette censure où là, on assiste dans le cadre de ce conflit à une censure, je dois dire, un peu sans précédent. Ou alors peut-être qu'elle existait de la même manière dans les conflits précédents, mais on s'en rendait peut-être pas compte. Mais il est certain que, par exemple, sur le nombre de morts côté américain, il semblerait qu'il y a vraiment un gros disconnect, quoi, entre la version officielle et ce qu'on peut penser est la réalité. Là, on parle de au minimum 500 morts, minimum côté américain, minimum. Et je parle même pas du nombre de blessés. Or, pour l'instant, on a mis en scène l'arrivée de cinq cercueils où on a vu Trump, Vance, Rubio à la queue leu faire. Voilà, c'est un peu ridicule. Trump qui avait sa casquette blanche, qui n'a même pas eu l'idée de se découvrir devant les cadavres. Ben voilà, quoi, c'est la débandade, quoi. Et puis côté israélien, bon, vous avez la censure sur place, ça vous coûte 5 ans de prison si vous filmez en fait l'arrivée des vecteurs iraniens, quoi, hein. Donc c'est difficile de savoir exactement le vrai du faux. On nous a annoncé la mort de Benjamin Netanyahou, on nous a annoncé la mort du patron du Mossad, David Barneas, du chef d'état-major. Enfin, il y avait une réunion vraiment où c'était une opération de décapitation. Bon, on sait que Barneas est mort. Netanyahou, ça reste un peu flou, même si on nous sort une fois par jour ou presque une vidéo avec des éléments un peu bizarroïdes. Tantôt il a 6 doigts, tantôt il a pas de dents, tantôt le café dans son gobelet ne déborde pas alors qu'il est techniquement rempli à ras-bord. Un oreille à 6 trous. Comment? Un oreille à 6 trous. Oui, une oreille avec 2 orifices, oui. Oui, mais et puis c'est surtout le fait que le compte Twitter de son fils, pendant 7 jours, parce qu'il y a une période de deuil qui dure 7 jours, hein, dans leur culture. Et lui qui était habitué, je parle de Yair Netanyahou, qui est basé depuis 2020, hein, depuis le Covid, il vit à Miami à $5,000 par mois dans un condominium. Lui qui tweet comme un malade, je sais pas combien de tweets par jour, pendant 7 jours, il n'a rien tweeté. Et là, il y a 2 jours, on a vu en visio la femme de Netanyahou, Sarah, qui témoignait dans le cadre d'une procédure en cours, toujours, et elle avait l'air complètement éteinte, en fait. Elle avait l'air, c'est comme si elle s'était juste levée, elle s'était même pas peignée, et elle parlait avec un regard complètement dans le vide. Il y avait une réunion sécuritaire aussi importante auquel normalement le Premier ministre participe. Netanyahou n'était pas là. Et là, on a vu
circuler aussi au sein d'un groupe qui est censé être proche du cabinet du Premier ministre, où c'est très bizarre, ils ont publié cette espèce de petite vidéo où on voit Bibi durant les années 90, comme si c'était un peu un mémorial ou un tribut. Hein. Bon, ça sent quand même mauvais, quoi, on va dire. Hein. Alors, je dis ça, j'essaye d'apparaître prudent. Pourquoi? Parce qu'on nous avait dit que Ben Gvir était mort lui aussi. Puis Ben Gvir, là, il semble être vivant et bien vivant puisqu'il continue à faire des siennes. On sait que le fils de Benzalel Smotrich, le ministre des Finances, qui était impliqué dans les opérations au Sud-Liban, apparemment en est revenu grièvement blessé à telle enseigne qu'il a. Alors c'est intéressant à deux titres. Le premier, c'est que on dirait qu'il est comme un légume hein, maintenant hein, pour le reste de sa vie. Hein. Mais l'aspect le plus intéressant, je dirais, c'est que sa vie a été sauvée par un médecin arabe. Or, Smotrich avait toujours dit que jamais il confierait, qu'il vivrait à moins de 5 mètres, lui et sa famille d'Arabes, quoi. Monsieur Develay. Enfin, voilà. Donc, oui. on en est maintenant. Alors, on a un ultimatum, un énième ultimatum de Trump de 48 heures. On va voir ce qui va se passer. Mais on sait qu'il a besoin de temps pour acheminer ses Marines. Alors, il a l'intention de quémander 200 milliards de dollars auprès du Congrès pour financer le conflit. Il y a déjà beaucoup de gens qui disent il est hors de question que je donne mon aval. Donc ça, c'est même pas garanti. Hein. On peut dire qu'il a d'ores et déjà détruit sa présidence. Hein. C'est fini là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le moment où, en fait, les Marines débarquent, là, je pense que ça va être un massacre, personnellement. Et ça risque de précipiter une procédure de destitution accélérée. Enfin, je veux dire, politiquement, le Parti républicain, déjà, on peut s'étonner qu'ils aient laissé le président faire ce qu'il fait. Mais si jamais on commence à assister, et là, on peut plus le cacher, à une déroute dans leur débarquement, je pense que là, ça va être une destitution assez rapide et il y aura du soutien des deux côtés, des deux côtés de la Chambre des représentants. On peut assister à l'activation du 25e amendement et l'intronisation je crois que pour le Parti républicain, la seule manière pour eux de sauver les meubles, entre guillemets par le haut, mais aussi pour l'establishment. Hein, c'est-à-dire que la résignation de Joe Kent, il y a 3-4 jours de ça, s'inscrit dans ce qui, à mon avis, est en train d'être préparé, à savoir la résignation en disgrâce de Trump. Et là, je pense qu'il sera condamné et il peut éventuellement être poursuivi et emprisonné pour ce qu'il a fait. Hein. On verra. Bon, je pense pas que ça ira jusque-là parce que on arrive à un niveau où ces gens-là ne vont jamais en prison. Mais il sera destitué. S'il ne quitte pas la présidence de lui-même comme l'avait fait Nixon en août 72 et qui considère qu'il peut tenter le coup devant le Sénat pour un procès devant le Sénat, il va perdre. À mon avis, c'est clair qu'il va perdre. Il ne peut pas gagner. C'est une catastrophe pour le pays. Il faut absolument mettre un terme à ce conflit là. Sinon c'est toute l'économie. Il est en train d'embarquer en fait tout le monde avec lui. Comme le disait Epstein d'ailleurs dans un des emails. Le type est sociopathique. Il n'est jamais disposé à reconnaître ses torts. Et selon Epstein lui-même, lequel lui aurait confié, if I go down, j'emmène tout le monde avec moi. Ce qui s'est marqué dans un des emails. Et je pense qu'ils sont en train de réaliser que c'est ce qui va se passer. Donc, il faut qu'à un moment donné, l'establishment, ou ce qu'il en reste, prenne acte de cette situation déclare une forme de défaite pour mieux regrouper et sauver ce qui peut être encore sauvé. Parce que si ça continue comme ça, on ne sait pas où ça peut aller. Ils peuvent éventuellement se racheter une conduite avec Vance. Ils peuvent le convaincre, Monsieur le Président, pour l'avenir du pays, il faut que vous résigniez, il faut que vous quittiez la Maison Blanche. Mais est-ce que Trump va le faire? Ça reste parce que
les néoconservateurs et les messianistes, en fait, le tiennent là en ce moment. Oui. Donc là, on parle des réalistes, conservateurs réactionnaires, mais des réalistes qui veulent au moins préserver ce qui peut l'être pour pouvoir continuer leur opération de déprédation à l'avenir dans d'autres zones, se refaire une santé, si je puis dire. Mais pour ce faire, il faut absolument mettre fin à l'hémorragie dans le Golfe Persique et c'est pas eux qui sont aux commandes. Donc voilà. Et on n'a encore rien vu parce que voilà, je pense que le pire est encore à venir. Le pire est encore à venir. Alors, il y a des gens qui véhiculent l'idée selon laquelle on pourrait voir le déploiement d'une arme nucléaire. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je pense que ce serait vraiment catastrophique. Mais encore une fois, comme on est plus ou moins tous embarqués dans un train où la locomotive est tenue par des messianistes fanatiques, c'est pas forcément hors de propos. Hein. Sauf que là, bah, c'est la boîte de Pandore, parce qu'ils peuvent rendre toute la région inhabitable pendant 5000 ans. Quoi. Alors, ah oui, c'est clair. Et là, c'est en plus une région vitale en termes d'énergie. Voilà, Monsieur parce que les Deblé, vents vont se répandre partout, ça va répandre la radiation partout, ce serait catastrophique. Mais là, on est vraiment, c'est une situation qui a échappé à tout contrôle. Et encore une fois, je pense que ça a à voir beaucoup avec la séquence de 2003, où bah, c'est facile d'envahir un pays qui est assujetti à des sanctions depuis 15 ans et de déclarer victoire après quoi, ça a duré 3 semaines. Donc ça les a convaincus en fait qu'ils étaient invincibles. Voilà. Et c'est ça. Je crois qu'en cela, la guerre d'Irak de 2003, ça est en train de créer, c'est en train de créer cette situation là qui fait que ils ont pensé que l'Iran était un pays facilement matable, et ils sont en train de réaliser que c'est pas le cas du tout, quoi, en fait. mais, Monsieur Develay, je veux vous entendre aussi sur, parce qu'on comprenait pas au début de cette intervention-là pourquoi l'Iran attaquait les pétromonarchies. Et là, on commence à le comprendre. Et il n'y a pas juste un clivage entre la base de Trump aux États-Unis, les MAGA qui sont divisés aujourd'hui. Il y a aussi une bonne partie de la gauche américaine qui sont d'accord que ce conflit-là répond aux intérêts d'Israël et non pas ceux des États-Unis. Vous en avez parlé il y a quelques instants, mais moi, j'aimerais vous entendre sur les relations entre les pétromonarchies et Israël. On a vu apparaître cette semaine un clivage entre Netanyahou, mort ou vivant, et Donald Trump. Donald Trump a reproché à Israël d'avoir attaqué les infrastructures pétrolières iraniennes, ce qui où on comprend maintenant qu'il y a eu une réponse immédiate de l'Iran sur les infrastructures énergétiques des pétromonarchies. Et là, on commence, Trump a reproché à Israël d'avoir touché l'Iran à ce niveau-là. Et ceux qui en paient le prix, c'est les pétromonarchies. Et là, on commence à comprendre aussi toute la fragilité de ces monarchies-là dans le Golfe Persique. Et ça risque de transformer la région et l'influence américaine qui semble disparaître très rapidement, plus rapidement en tout cas qu'on le pensait. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus, les relations entre ces pays-là du Golfe et Israël et l'influence américaine qui semble fondre comme neige au soleil? Oui, alors, la relation entre les pays, les monarchies golfiennes et l'entité sioniste sont claires. C'est qu'en fait, ce sont des larbins, ce sont des faire-valoir. Et d'ailleurs, on le voit lorsqu'il s'agit de comparer la livraison des F-35, par exemple. Les Émirats ont acheté des F-35 aux États-Unis, mais c'est pas les mêmes que les États-Unis, que ceux que les États-Unis fournissent à Israël.
du tout. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent du jour au lendemain appuyer sur un bouton et empêcher le F-35 de marcher, version émirati, par exemple. Donc ça, c'est déjà un premier marqueur. Le deuxième, c'est qu'il faut comprendre que ces monarchies golfiennes, ils ne sont pas des vrais États, ce sont des espèces d'entités créées de toutes pièces, des États artificiels. 90% des gens qui vivent dans ces Émirats, dans ces micro-États, sont des étrangers qui, pour beaucoup d'entre eux, essayent d'échapper au fisc de leur pays respectif. Et donc, ce sont des espèces de figures en carton-pâte. Mais comme ils brassent beaucoup d'argent, c'est aussi des opérations, des plateformes de blanchiment d'argent diverses et variées. Et ce sont aussi des distributeurs automatiques pour les États-Unis, parce que qu'est-ce que font ces monarchies essentiellement? Elles font deux choses. Soit sous couvert d'obtenir une sécurité militaire face à l'ogre iranien, ils laissent les États-Unis installer des bases sur leur territoire, et en échange, pour payer, ils rachètent par milliards, si ce n'est des trilliards de dollars, les bons du Trésor américain, ce qui permet de maintenir à flot l'escroquerie du dollar. Or là, ce à quoi on s'est aperçu, c'est qu'en frappant les installations gazières de l'Iran, Israël a entraîné une réponse de l'Iran qui a vu toutes les bases américaines bombardées. Ça, c'était en tout début du conflit. Réduite à néant, et aussi certains locaux dans les tours d'argent, les tours modernes, ultra modernes au sein des Émirats, parce qu'on savait où il y a des hôtels d'ailleurs, parce que les soldats américains ont été évacués de ces bases, il a fallu les mettre quelque part. Donc ils les ont bougés, ils les ont mis dans les hôtels genre le Atlantis ou ces hôtels 5 étoiles. Ben, les Iraniens ont un renseignement satellitaire extrêmement bien développé, apparemment. Je pense que la Chine y est pour beaucoup. Et ils peuvent identifier en temps réel où se trouve leur cible. Et donc, ils ont bombardé ce qui semblait être complètement intouchable il y a encore quelques semaines. Et ben, résultat des courses, c'est-à-dire qu'en fait, on a un concept de micro-État où tout le monde peut faire son business, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas d'état de droit. C'est vraiment l'argent qui parle. Et tout d'un coup, mais ça repose sur la confiance, ça repose sur cette illusion de sécurité. Or, cette illusion vient d'être réduite en poussière. Donc, il y aura jamais plus, ce sera plus jamais la même chose. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les seules personnes, grosso modo, qui restent sur place sont les esclaves qu'on ne voit jamais, qui sont relégués tous les soirs à la fin de la journée dans des shanty towns où ils vivent à 5 ou 6 entassés dans des préfabriqués, avant de retourner bosser comme des esclaves le lendemain par des chaleurs de 50 degrés à l'ombre. Voilà, c'est tout ce qui reste là-bas. Tout le monde qui a pu le faire s'est enfui. Les plus riches allant jusqu'à payer des fortunes pour quitter les Émirats par voie terrestre jusqu'à des pays voisins où ils peuvent trouver un aéroport privé. Et voilà. Mais donc voilà. Et maintenant, donc vous avez ces potentats golfiens qui ils ont des bacon on their face, comme on dit. Ils ont l'air ridicules. Ils sont humiliés et ils s'aperçoivent que en fait, on les a pris pour des idiots, on les a pris pour des distributeurs pendant des décennies, littéralement. Et récemment, d'ailleurs, les Émirats, le Koweït, le Bahreïn et l'Arabie Saoudite, je crois, je suis pas sûr que ce soit l'Arabie Saoudite le 4e pays, mais 4 de ces pays les plus influents se sont coordonnés pour commencer à passer en revue en fait tous les accords qu'ils ont avec les États-Unis, pas juste les accords de défense, mais aussi tous les investissements. Et là, c'est le début de la fin, parce que si vous pouvez pas compter sur, enfin pour les États-Unis, je parle, hein, sur l'argent du pétrole, l'argent des Émirats pour acheter des bons du Trésor, bah là, je vois pas qui va l'acheter. Hein. Bon, il reste le Japon, certes, mais c'est quand même l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe qui servent de porte-monnaie quoi, hein, pour les opérations américaines à l'échelle globale. Donc là, il y aura un avant et un après. Et ils ont finalement réalisé qu'on leur a vendu c'est un marchand de sable, on leur a vendu du rêve. Et quand 2 salves de missiles
l'Iran a anéanti toutes ces illusions qui sont Et encore en train, voilà, sont devenues des ruines fumantes. oui, puis on a bien compris qu'à chaque fois qu'Israël prend des initiatives, c'est les pétromonarchies qui en paient souvent le prix, là. Et c'est pour ça que Trump a reproché à Netanyahou d'avoir touché les infrastructures pétrolières. Mais là, je comprends mal, c'est un peu contradictoire que Trump menace de toucher l'infrastructure électrique de l'Iran si il n'ouvre pas le détroit d'Ormuz. Donc, ça ramène les gens et aux États-Unis aussi à voir que cette guerre-là n'est pas américaine, mais bien israélienne, sioniste. Oui, mais c'est le marché faustien que Trump a fait. Après, je ne sais pas comment ils le tiennent, avec quoi ils le tiennent, mais toujours est-il qu'il s'est encore imaginé lui-même qu'il avait la main sur le processus. Et on a vu que quand il était nécessaire de le faire, les Israéliens jouent la surenchère au détriment des intérêts américains, justement. Parce que l'idée, c'est d'embourber les États-Unis dans cette guerre, que ça devienne une guerre existentielle pour eux aussi. Donc, juste au moment où il semblerait qu'il y a peut-être moyen de s'entendre, de calmer les tensions, les Israéliens créent une situation où la situation devient ingérable. C'est plus possible de revenir en arrière sur la base de discussion qui existait il y a encore 2 jours. Et c'est fait exprès, tout ça. Exact. Donc Trump, il peut sembler avoir l'air de se plaindre, mais ça ne changera rien du tout. Parce qu'il est tenu. Il est tenu et les Américains sont aspirés dans ce conflit. Exactement. Et par extension, peut-être aussi les Européens, bien que certains d'entre eux commencent maintenant à comprendre que ça sent le roussi, quoi. Les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Anglais se contorsionnent de sémantique. On entend les Anglais dire oui, on va adopter une posture, un soutien défensif. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un soutien défensif. Mais bon, personne ne veut y aller parce que ça sent la merde, quoi. Exactement. Et oui. Monsieur Deblay, je sais que vous devez quitter, là, vous avez d'autres choses à faire aujourd'hui, importantes, mais je vais vous entendre pour terminer de l'annonce du Kéké Rose d'un porte-avions français. C'est Erwan Castel qui me disait que la guerre a changé beaucoup depuis ce qui se passe en Ukraine et les drones. Erwan Castel me parlait d'une dronocratie, ni plus ni moins, là, sur les champs de bataille, et qu'on devait repenser toute la structure militaire des puissances aujourd'hui et des missiles hypersoniques qui fait que tout ce qui flotte sur l'eau devient très fragile. Et on l'a vu là avec les porte-avions américains. J'aimerais qu'on termine l'émission sur cette initiative-là française d'un nouveau porte-avions. On est vraiment décalé, on n'est vraiment pas dans le réel du côté français et européen. Peut-être quelques commentaires sur comment réagissent l'OTAN et les Européens face à cette crise-là qui risque de les affecter, pas qui risque, qui les affecte directement. Pouvez-vous juste commenter cette nouvelle-là, cette semaine qui est tombée, que je considère complètement, qui sort complètement de l'imaginaire? Comment penser à la construction d'un porte-avions quand l'État est en train de faillir, pendant que l'Europe est en train d'être mis complètement hors jeu dans tout ce qui peut se passer dans le monde? On voit cette perte d'influence des Européens. On va terminer l'émission là-dessus. Pouvez-vous commenter cette situation-là? Écoutez, je suis pas expert militaire, mais de toute évidence, on le voit déjà avec les porte-avions américains qui sont devenus obsolètes. Aujourd'hui, ce sont des cibles mouvantes, des cibles flottantes en l'occurrence, pour les missiles hypervéloces, ou même avant ça, comme je l'ai évoqué en début d'émission, avec les hors-bord équipés de lance-missiles qui peuvent se faufiler. En fait, c'est la même situation qu'on a vue en 1588 entre l'armada espagnole, qui était lourde et très difficile de manœuvre, et l'armée des Sea Lions de Sir Francis Drake. C'est ça qui a changé, qui a mis fin au siècle d'or espagnol et qui a lancé la Grande-Bretagne, à l'époque l'Angleterre, sous Élisabeth I. Ça a été cette bataille navale. Et donc là, quelque part, c'est un peu une version 2.0 de ce qui s'est passé en 1588. Alors,
Les Américains, bon, c'est eux qui ont plus ou moins inventé le porte-avions, hein, dès les années 40, mais ça leur permettait de projeter des forces armées à des milliers de kilomètres de leur base. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec les missiles hypervéloces, là, c'est carrément acté que c'est la guerre d'hier, ça. Et là, on peut se lamenter, c'est que les Français, alors même qu'ils ont tous les éléments en main, ben non, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent la surenchère dans la bêtise en commandant, oui, en faisant la commande d'un porte-avions, un deuxième porte-avions, sachant que le premier est toujours plus ou moins en rade. Alors, je ne sais pas à quoi ça rime. Est-ce que c'est une question de prestige? Mais enfin, prestige, pourquoi? Il ferait mieux de développer, de se mettre au goût du jour. Mais je pense qu'on a les théoriciens militaires parce que la France est quand même le troisième marchand d'armes au monde, donc forcément la camelote française est de qualité. Mais je pense que ça doit être une question de pot de vin, à mon avis, de délit d'initié, où il y a des secteurs, des clans proches du pouvoir qui bénéficient d'avoir un porte-avions construit alors que ça sert à rien aujourd'hui. Ça sert absolument à rien. Ouais. Monsieur Develay, merci beaucoup. Vous devez nous quitter. Un gros merci. Puis je tiens à dire aux auditeurs qu'on avait l'habitude de se rencontrer tous les vendredis matins. Et là, ça risque d'être plutôt les samedis matins ou dimanche matin qu'on va se rencontrer maintenant une fois par semaine. Encore une fois, merci pour toute votre implication à Broche TV et à renseigner les Québécois, les Français et les francophones de partout dans le monde. Votre présence ici est très appréciée. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt. C'était Arnaud Develay en direct de Moscou qui est venu encore une fois nous parler d'actualité internationale. Aujourd'hui, à Broche TV, à 8h15, c'est-à-dire d'environ 15 minutes, j'aurai Bernard Massy, les dernières nouvelles covidiennes, beaucoup de choses à nous dire. Chercheur à la retraite qui s'implique beaucoup dans la réinformation au Québec et que les Français découvrent tranquillement. Monsieur Massy va venir nous parler de liberté sanitaire. Il va passer en revue toutes les mesures qu'on a vécues pendant la COVID et on va réfléchir sur la liberté d'expression qui a été mise à mal pendant et encore aujourd'hui. Puis on doit le prévoir aussi là avec ce qui se passe à travers le monde en ce moment, la censure. J'invite les gens à s'abonner à Rumble. Je vous le dis, j'ai déjà 2 strikes sur YouTube. Je risque de disparaître d'une journée à l'autre. Alors, ceux qui veulent continuer à nous suivre avec mes excellents collaborateurs, je vous invite à vous inscrire sur Rumble. Il y a Facebook qui semble vouloir tenir bon aussi, mais prenez pas de chance sur Rumble, Broche TV. C'est facile de nous trouver. Et aujourd'hui, c'est ça, Bernard Massy à 8h15 heure du Québec, 13h15 heure de France. Je vais avoir aussi heure de France Yves Bataille à 20h heure française, 15h heure du Québec. Et je vais sûrement avoir aussi Bertrand Cholère qui va venir nous parler, soit avant ou après. Je vais planifier ça avec Bertrand. Donc, suivez l'horaire sur YouTube ou Facebook ou Rumble. Ça va apparaître bientôt. Et on va avoir aussi au Québec, sur les heures du Québec tout à l'heure, Véronique Bohimy qui va venir nous parler tout ce qui concerne la question de l'immigration de masse qui au Québec, on vit très, très dur. Il y a eu toutes sortes d'événements au Québec qui ont façonné l'opinion publique en ce moment vis-à-vis l'immigration de masse. Et on a un député, un ministre au Québec qui a, en fin de la semaine, a sorti une phrase très importante. Elle a été citée partout au Canada anglais, aux États-Unis. Je vous mets ça à l'écran. On va en parler tout à l'heure. C'est aux alentours de 20h heure du Québec. Regardez ça, chers amis. Je pense que ça va intéresser aussi les Français et les francophones dans le monde. Ce ministre Jean-François Roberge a affirmé, et ça, je dois vous dire là, que ça a frappé fort en ce moment, on ne vise pas à devenir l'Inde, on vise à devenir la Suisse. On est mieux d'être 9 millions de Québécois que 15 millions de Québécois pauvres.
et ça a fait réagir beaucoup. Donc, on va en discuter ce soir, 20h, aux alentours de 20h, heure du Québec. Il va être tard pour les Européens qui nous écoutent, mais ça va être fort intéressant. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis on se reparle dans quelques minutes avec le chercheur à la retraite, membre de Réinfo Québec, Bernard Massy, sur les dernières nouvelles covidiennes. Merci beaucoup tout le monde et à tantôt.